Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau La French Care BPI France. Nous nous questionnons aujourd'hui sur la transformation du système de santé français et transformer la santé, eh bien c'est notamment promouvoir et soutenir l'innovation. Alors pourquoi l'innovation? Pourquoi l'importance de l'innovation pour transformer ce système de santé, pour lui permettre de s'adapter, pour lui permettre de répondre aux grands défis à venir, et ils sont nombreux ces grands défis, du vieillissement de la population à l'explosion des maladies chroniques, en passant par des enjeux environnementaux, des contraintes budgétaires aussi. Il convient donc d'explorer un des secteurs majeurs de l'innovation en santé, la Deep Tech, un secteur en pleine mutation. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos deux invités. Jean-Emmanuel Bibaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en oncologie à l'AP-HP et cofondateur de GED, on va en reparler. Et Antoine Tenière, bonjour. Bonjour Edwige. Vous êtes président de la French Care et président de Paris Santé Campus. Alors peut-être un mot pour présenter vos deux structures et notamment parler de GED. Jean-Emmanuel. Donc GED, c'est une entreprise jeune qui est franco-américaine. On a démarré en fait par un projet de recherche qui visait à automatiser la récolte et la structuration des données de santé, notamment en oncologie, avec un de nos cofondateurs qui est à l'université de Stanford où j'ai travaillé il y a quelques années maintenant. Et depuis, c'est un projet qui a grossi avec deux autres Français qui nous ont rejoints, Camille et Daniel. Et on vise notamment à structurer donc, les données de santé avant et pendant la consultation pour pouvoir mieux les exploiter, parce qu'en fait on sait qu'il y a en réalité une partie infime des données de santé qui sont échangées lors d'une consultation médicale qui sont véritablement utilisées pour le soin. Et l'un des buts de Jade, c'est notamment de faire de la modélisation prédictive à partir de ces données qu'on a récoltées pour pouvoir prédire à l'avance, par exemple, la réponse à un traitement et mieux personnaliser les soins, notamment en oncologie. Merci beaucoup pour cette présentation et on va voir en quoi justement ça a pu bénéficier de certaines technologies avancées. Antoine Tenière, doit-on présenter encore Paris Santé Campus? Un mot et puis un mot également de la French Care. Absolument. Alors Paris Santé Campus, c'est justement un écosystème hybride, innovant, qui va permettre d'accompagner des découvertes, des innovations, des startups à émerger et puis à amener des solutions tout à fait concrètes auprès de chaque patient. À travers des acteurs qui sont académiques, notamment recherche et formation, soins bien sûr, et puis des acteurs privés, des startups ou des industriels, et des institutions qui sont présentes au sein de l'écosystème. Donc c'est tout un ensemble d'innovations dédié à l'innovation tout à fait innovant en France. Et puis la French Care, c'est cette idée du mouvement des acteurs engagés de la santé pour l'excellence et l'innovation, qui a vocation à créer des ponts, créer plus de synergie, et faciliter justement l'émergence de résolution de problèmes, puisque vous l'avez dit, il y a certains enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui, dans une logique vraiment d'intelligence collective. Alors vous êtes donc au cœur de l'écosystème de la santé tech en France et on va profiter de cette vision que vous avez pour faire un état des lieux finalement de l'innovation en santé aujourd'hui en France, identifier peut-être les moteurs et puis les freins aussi bien évidemment. Bien sûr. Alors, premier élément, c'est qu'on a beaucoup de force en France. Et ça, il faut le savoir, en être conscient et savoir s'appuyer dessus. On a un héritage médical qui est très fort, une expertise scientifique qui est très reconnue, et puis un terrain d'innovation, notamment des idées qui foisonnent et qui donnent lieu à beaucoup de créations de jeunes entreprises. Les investisseurs étrangers le reconnaissent puisque la France est la première destination en Europe d'investissement étranger. Et puis, ça donne lieu à tout un certain nombre de grandes découvertes. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'on a besoin de renforcer certains aspects de la recherche, à la fois dans certaines thématiques et puis dans la façon d'accompagner les dynamiques autour de la recherche. Et puis on a besoin également de faciliter le passage d'une grande découverte à une entreprise et d'une entreprise à un produit qui va réellement trouver son usage et son marché. Et donc c'est toute la logique de la croissance des jeunes startups qu'il va falloir accompagner en travaillant avec elles sur les enjeux d'évaluation qui sont des éléments indispensables pour pouvoir faire en sorte qu'une innovation soit correctement évaluée, les enjeux de réglementation et de régulation pour faire en sorte qu'elle réponde au cadre réglementaire que l'État met en place, et puis derrière les enjeux de croissance, c'est-à-dire qu'elle trouve un modèle économique. Est-ce que c'est quelque chose qui va être remboursé dans le cadre d'une prise en charge? Est-ce que c'est quelque chose qui va être financé d'une autre façon? Est-ce que c'est quelque chose qui va permettre
permettre d'économiser des coûts actuels. Donc c'est toutes les questions qu'on se pose avec les jeunes entreprises. Là-dessus, encore une fois, je le disais, la France a beaucoup de force. Et puis aujourd'hui, tout ça se pense à l'échelle européenne, notamment un certain nombre de cadres de réglementation. On le voit sur le sujet des données, du numérique, de l'intelligence artificielle. On commence à le voir également sur le sujet du médicament. Et donc là aussi, c'est très important que les innovateurs français, qu'ils soient chercheurs académiques, entrepreneurs, industriels, comprennent bien dans quel monde on va évoluer et surtout les opportunités qu'il y a avec l'Europe, que ce soit en termes de financement, en termes de régulation ou en termes de taille de marché pour le déploiement de solutions entrepreneuriales. Alors ce parcours, vous le connaissez bien, Jean-Emmanuel Bibaud, vous êtes médecin-chercheur, vous êtes entrepreneur. Est-ce que ce terrain foisonnant dont parle Antoine Tenière, vous le constatez vous aussi sur le terrain clinique? Est-ce que vous avez vous aussi l'impression de cet foisonnement d'innovation? Alors il y a clairement et effectivement un foisonnement d'innovation. Il y a des acteurs autant sur le plan de la médecine que sur le plan de la recherche pure. On l'a déjà dit plus souvent, mais parmi les plus grandes écoles, notamment d'ingénieurs en IA pour ce qui nous intéresse. Et d'ailleurs, l'un des enjeux, c'est de faire en sorte que ces ingénieurs ne partent pas dans des structures, on va dire, étrangères. Et donc, il y a clairement ce terreau qui est excellent. On a deux autres atouts, je pense. C'est évidemment la qualité des données de santé qui sont assez qualitatives et assez nombreuses, puisqu'elles sont centralisées. Et puis le troisième atout, c'est l'énergie. Pour faire de l'IA, il faut de l'énergie, l'électricité, pas trop cher. Et donc ça, clairement, c'est quelque chose qu'on a en France. Là où on a plus de difficultés, et c'est pour ça que c'est important qu'on ait des structures de soutien, c'est typiquement, une fois qu'on a ces innovations, les faire passer à l'échelle, en faire entre guillemets, des business viables qui puissent aller au-delà du statut de start-up qui a levé des fonds, mais vers, entre guillemets, une scale-up qui a du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, vous avez l'impression que ces innovations, et peut-être via l'exemple de GED, arrivent directement aux patients ou pas encore, ou trop longtemps après? Alors, il y a, pour l'instant, je trouve peut-être, une petite déconnexion entre, on va dire, l'innovation qui est très forte avec des choses qu'on pourrait faire qui sont parfois, on pourrait presque dire qu'ils relèveraient de la magie si on ne connaissait pas la technique derrière, et puis leur véritable application dans la vie de tous les jours à l'hôpital ou dans les cliniques ou dans les cabinets. Et en fait, je pense que c'est précisément sur cette déconnexion-là qu'il faut travailler pour exactement ce qu'on a dit, faire en sorte que ces innovations-là, on les évalue et puis on les industrialise pour qu'elles soient utilisées en France et puis peut-être aussi qu'ensuite elles deviennent des références mondiales. Et c'est ça qui est presque plus difficile, entre guillemets, que de faire émerger une structure naissante et jeune. Alors, tout ce que vous avez mis en évidence, autant en termes de levier qu'en termes de frein, c'est valable pour toute l'innovation en santé. Je voudrais qu'on s'intéresse plus particulièrement, plus précisément vraiment aux innovations en deep tech. On parle de technologies sur l'IA, sur les jumeaux numériques, sur les biotechnologies avancées. En quoi est-ce qu'elles vont représenter un changement de paradigme total ? Alors, elles vont représenter un changement de paradigme total et qui est difficile à évaluer. Je peux donner deux exemples. Premier exemple sur, par exemple, ce qu'on fait avec Jade, c'est des modèles prédictifs qui vont permettre de savoir si vous allez décéder d'un cancer qu'on vous aurait diagnostiqué 10 ans à l'avance. Alors, on a des validations dites même externes, mais sur des données du passé, rétrospectives, qui sont de bonne qualité. Mais ça ne suffit pas pour s'en servir dans la vie de tous les jours. Il faut avoir des évaluations prospectives sur des vrais patients. Au même titre qu'on teste des médicaments dans des phases de recherche clinique pour vérifier qu'ils sont sans danger et qu'ils sont efficaces, eh bien, il faudra sans doute faire la même chose pour l'IA. Et donc, typiquement, si vous faites de l'IA prédictive pour des outcomes qui sont à 10 ans, eh ben, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 10 ans pour avoir la réponse et donc pour potentiellement industrialiser l'algorithme. Donc ça, c'est la première chose, c'est disruptif mais c'est difficile à évaluer. Et le deuxième exemple, pour parler par exemple des jumeaux numériques ou plus aussi précisément des cohortes virtuelles, vous savez qu'on est en train de réfléchir à faire des cohortes virtuelles pour accélérer les essais cliniques. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une cohorte avec un médicament nouveau et une cohorte sans, on va, avec parfois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de patients, on va par exemple, on va pouvoir faire un morceau de la cohorte de façon totalement virtuelle. Et donc ça aussi, ça va faire gagner beaucoup de temps et évidemment d'argent sur le développement de nouvelles molécules, mais c'est aussi très difficile d'évaluer la pertinence et on va dire la qualité de ce genre de méthode-là, même si je suis à peu près convaincu d'ici peut-être 5 à 10 ans, ça sera la nouvelle façon de faire des essais cliniques. Et alors d'ici là, Antoine Tenière, est-ce que c'est difficile d'accompagner ces bouleversements technologiques ? Comment est-ce que à Paris Santé Campus vous le faites et notamment aussi comment est-ce que les politiques publiques s'en emparent ?
Alors, c'est très enthousiasmant finalement d'accompagner ces changements, que ce soit des changements de rupture ou des changements incrémentaux. C'est de toute façon des solutions à un certain nombre de problèmes qu'on voit aujourd'hui. Et c'est vraiment la constante qu'il doit y avoir pour une innovation, une jeune entreprise, une découverte. C'est au départ quelle est la problématique qu'on veut traiter. Donc ça, c'est très facile pour nous parce que c'est très stimulant. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte de traverser tout le chemin entre une idée et puis un usage disséminé, en prenant en compte une réalité qui est que à l'heure du numérique, de l'intelligence artificielle, l'innovation s'accélère énormément. Et la particularité, c'est que les cadres d'évaluation, les cadres de régulation dont on dispose aujourd'hui sont des cadres qu'il faut également ajuster, notamment parce que les caractéristiques de l'innovation sont un petit peu différentes, mais aussi parce que la vitesse de l'innovation est différente, sans forcément faire de concessions sur la rigueur ou la qualité de l'évaluation, évidemment, qu'on veut mettre en place, mais pour faire en sorte d'arriver à coordonner justement d'un côté la vitesse de l'innovation et de l'autre notre capacité à évaluer ces innovations. Parce que derrière, sinon, ce qu'on va faire, c'est avoir un filtre qui va ralentir ces innovations et des attentes et des besoins de la société ou du système de santé qui ne sont pas directement pourvus. Donc tout le travail pour nous, c'est ça, c'est arriver à faire en sorte qu'on ait un canal d'évolution fluide de ces innovations, d'accès aux données, d'accès aux algorithmes, etc. Ça se pense avec deux outils principalement. Le premier, c'est faire en sorte que les gens qui portent l'innovation aient une connaissance fine de toutes les étapes qui sont nécessaires pour aller de l'idée à l'usage et au modèle d'affaires. Ça, c'est le premier point. Et faire en sorte que tous les acteurs qui sont impliqués dans l'évaluation et la régulation soient également concentrés sur la capacité de répondre de façon adaptée et rapide, justement, pour faire en sorte qu'à la fin, les innovations traversent et puissent accéder rapidement au plus près du patient. On entend notamment cette question du cadre réglementaire et de la nécessaire agilité, nécessaire adaptation de ce cadre pour suivre finalement l'accélération des innovations. Comment, Jean-Emmanuel Bidault, est-ce que vous avez pu, vous, le suivre et avec GED notamment, est-ce que vous avez senti un frein par rapport à ce cadre réglementaire notamment ? Alors, les freins sont réels. C'est sûr que c'est compliqué avant de se lancer. Il va falloir considérer plusieurs étapes. Par exemple, le marquage CE, si jamais vous voulez faire un dispositif médical. Ensuite, éventuellement, différents dispositifs de remboursement. Donc ça apporte un bénéfice direct, mais ça a aussi une certaine contrainte. Et c'est vrai qu'avant de se lancer typiquement sur un marquage CE qui peut prendre, par exemple, parfois 6 mois, 9 mois, 1 an, et coûter entre 500 000 et 1 million d'euros parfois, on y réfléchit à 2 fois, surtout pour des petites startups qui finalement ont levé peut-être 3 millions ou 5 millions dans le meilleur des cas au début et qui du coup ont un budget à gérer pour aller au mieux. Et donc c'est compliqué parce que d'un côté, évidemment, notamment en tant que médecin, il y a un enjeu de ne pas mettre à disposition des choses qui potentiellement n'ont pas été évaluées et représenteraient un danger si elles sont utilisées. Et de l'autre côté, il y a évidemment cette lourdeur et ces difficultés-là. Donc il y a un vrai équilibre à trouver entre les deux. Je ne dis absolument pas qu'il faut tout déréguler, qu'il faut tout casser, mais sans doute qu'on a évidemment des progrès à faire, par exemple sur les marquages et aussi ensuite sur les processus de remboursement, quand bien même on est une start-up qui cherche à faire ce genre de choses-là. Ouais. Il y a une question aussi sur ce dont vous parliez, donc la qualité des données, sur cette idée de médecine prédictive et de la sensibilité aussi des données que vous utilisez. Pour moi, il me vient une notion qui est la confiance. Comment est-ce qu'on va chercher et obtenir cette confiance des patients et puis avant des professionnels de santé qu'il faut convaincre ? Je pense que ça rejoint ce qu'on a dit. La confiance, notamment au niveau des professionnels de santé, c'est déjà les former à ce que c'est que de l'IA, par exemple, et ce que c'est qu'une bonne IA. Quand on fait des études de médecine, on est formé avec des cours de biostatistique, par exemple, pour savoir interpréter les essais cliniques. Il va falloir faire pareil, je pense, avec de l'IA, parce que l'IA va être partout. Alors, il ne s'agit pas de faire de tout le monde des codeurs, mais en tout cas, savoir un petit peu les critères de qualité. Et puis, la deuxième façon d'avoir de la confiance, c'est de montrer des évaluations rigoureuses, une fois de plus, comme on le fait avec les médicaments, pour montrer que l'algorithme fonctionne bien dans une situation qu'on a prédéfinie et qu'on peut avoir confiance en lui. Et puis, sur un plan plus technique, et c'est ce qu'on fait aussi avec Jade, c'est que
il faut réfléchir à la création d'algorithmes qui sont dits interprétables. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une boîte noire dans laquelle on met des données et dont il sort une solution ou un diagnostic ou une prédiction. C'est quelque chose qui va vous dire non seulement une prédiction de bonne qualité validée, mais aussi les raisons, par exemple, pour lesquelles cette prédiction a été faite. Et donc, tout ce qui est interprétabilité crée de la confiance. Autant l'interprétabilité dans d'autres domaines, par exemple de deep tech, en finance ou autre, n'est pas forcément indispensable. Autant en médecine, il y a beaucoup de domaines où je pense que ça fait partie vraiment de quelque chose qui est indispensable pour qu'on puisse s'en servir avec confiance. Et ces algorithmes interprétables, on en est où? Ils existent déjà? Ils sont en cours de... Alors, il y a déjà des méthodes qui sont extrêmement standardisées en fonction du type d'algorithme que vous faites. Si vous utilisez des réseaux neuronaux profonds pour de l'analyse d'images, il y a certaines méthodes d'interprétabilité qui sont des cartes de chaleur, par exemple. Alors, c'est pas parfait, mais ça donne déjà une première idée. Si vous travaillez plus sur des données tabulaires ou textuelles, vous avez d'autres types de méthodes, comme les valeurs de Shapley, etc. Il y a beaucoup de choses. Et évidemment, si vous travaillez sur des modèles multimodaux, ce qui va être le cas de plus en plus, c'est-à-dire des modèles qui mélangent de l'image, du texte, de la génomique, tout ce que vous voulez, et bien là, il va falloir effectivement réfléchir à des façons et des méthodes d'interprétabilité qui tiennent compte de l'ensemble des types de données que vous allez utiliser. Et c'est peut-être là que les travaux sont à faire. Alors, on a vu cette notion de confiance. Il y a d'autres notions que j'aimerais qu'on aborde. C'est finalement comment est-ce qu'on va réussir à démocratiser l'accès de toutes ces deep tech en santé. La French Care peut jouer un rôle dans cette répartition, dans cette inclusivité, Antoine Tenière? Bien sûr, la French Care a plusieurs rôles à jouer dans ce domaine-là. Le lien entre les différents acteurs de l'innovation, il est essentiel pour gagner du temps, faciliter des synergies et puis aller dans des gisements de découvertes inexplorés, notamment à travers l'interdisciplinarité. Et on voit très bien dans le lien qu'il peut y avoir entre des chercheurs, des industriels et des startups, la façon dont on peut faire gagner du temps ou des possibilités à des innovations. Il suffit de regarder l'émergence des vaccins Covid avec les plateformes ARN messagers. Elles ont été rendues possibles parce qu'il y avait des jeunes startups et des grands industriels qui se sont mis ensemble pour déployer une solution à l'échelle de la planète entière. Donc ça, c'est un premier élément. Toute l'information qui est faite sur le trajet de l'innovation et puis la façon dont on peut accéder justement au marché pour les jeunes entreprises, dont on peut créer des jeunes entreprises pour des chercheurs ou des acteurs de la santé, c'est extrêmement important. Et puis du côté de la société, il y a évidemment la confiance qu'il faut arriver à démontrer. Ça passe par la transparence, ça passe par l'information, ça passe par l'éthique. Et ce sont des éléments absolument essentiels si on veut faire en sorte que derrière, tout le monde comprenne le bénéfice de ces innovations qui est réel. On le voit déjà, il n'y a pas uniquement des promesses, il y a aussi des réalisations tout à fait concrètes et qui sont utilisées au quotidien auprès des patients. Et donc, à la fin, ce qu'on voit auprès de nos patients, c'est que, évidemment, la question, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Eh bien, ce qui sera le mieux pour tel ou tel patient, très vite, ce sera déterminé dans un lien entre de l'expertise médicale, de l'analyse d'algorithmes et puis des données qui vont permettre de déterminer que dans telle ou telle situation, eh bien, on pourra s'appuyer sur des outils numériques, sur des outils d'intelligence artificielle pour avoir des niveaux de performance qui sont bien plus élevés que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est la promesse en tout cas de ces approches d'intelligence artificielle. J'ai envie de vous poser deux dernières questions, mais Jean-Emmanuel Bibaud, vous parliez tout à l'heure du départ des ingénieurs, ce qui était le risque vers les autres pays, et Antoine Tenière vient de parler juste avant de bénéfices réels. Donc ma première dernière question, ce serait quels sont les bénéfices réels que vous avez pu identifier avec GED? Et puis après, j'aimerais qu'on parle justement de ce risque de départ et puis de la souveraineté en santé en France. Donc, effectivement, il y a des bénéfices très clairs qui sont liés à l'IA et on parle très souvent de la responsabilité de faire attention de ne pas utiliser des IA qui seraient dangereuses. Et moi, je retourne un peu le problème. Je dis, on a aussi une responsabilité pour, au contraire, utiliser les IA qui sont bénéfiques. Ça, on le dit très peu souvent, mais en vrai, l'histoire aussi va juger sur ça. Est-ce qu'on a utilisé les algorithmes ou les méthodes, on va dire, peu importe le nom qu'elles portent, au bénéfice du patient? Et donc, il y a une pression pour le faire. Si on n'est pas vigilant à ça, effectivement, cette innovation-là et ces produits-là et ces dispositifs médicaux-là, ils vont venir d'ailleurs, notamment surtout aux États-Unis,
puisque par exemple, pas plus tard qu'hier, il y a eu encore de nouveau des annonces, il y en a quasiment tous les jours, sur des modèles américains, notamment médicaux. Donc il y a des bénéfices, il y a une responsabilité pour les développer en France et les mettre à disposition des patients de façon égalitaire sur l'ensemble du territoire. Il y a aussi un risque évidemment que l'on accentue la fracture médicale entre guillemets, et je pense que là aussi je prends le problème un peu de l'autre côté. Je pense qu'il y a une grosse opportunité pour prendre l'IA et au contraire, si on le fait intelligemment, aplanir les inégalités, puisque un modèle d'un simple clic, entre guillemets, je schématise, mais vous pouvez le déployer à Paris ou ailleurs, même dans un désert médical, et vous allez avoir théoriquement en tout cas la même qualité de soins. Il y a un exemple qui est très récent, c'est le NHS au UK, qui vient d'utiliser 57 millions de dossiers médicaux donc, centralisés par le NHS pour faire un modèle d'IA qui permet de prédire à l'avance plein de choses. Donc je pense que ce qui serait intéressant serait de développer ce genre d'initiatives, y compris peut-être dans le domaine public, à partir des dossiers que l'on a déjà, pour faire des modèles français très robustes entre guillemets. Quel type de bénéfices on parle ? On parle par exemple en cancérologie, pour ce qui me concerne, de prédire à l'avance si un traitement va être utile ou pas. Typiquement pour le cancer de la prostate, si on sait qu'un traitement ne va servir à rien parce que le patient a une forme de la maladie qui n'est pas très agressive, ou alors parce que malheureusement il a une autre comorbidité qui fait qu'il va plutôt décéder d'autre chose et que c'est plutôt cette autre chose-là qu'il va falloir mieux traiter, et c'est un bénéfice pour le patient évidemment parce qu'on parle de moins de séquelles, des traitements mieux adaptés, mais c'est aussi un bénéfice pour le système de santé parce que c'est aussi moins de dépenses inutiles, etc. etc. Donc voilà le genre de bénéfices qu'on peut avoir et on peut les multiplier quasiment à l'infini dans de très nombreux domaines en médecine et il suffit entre guillemets d'avoir les moyens et l'imagination pour le faire. Donc je pense pour le coup que là, c'est chaque semaine qui passe, il faut qu'on réfléchisse à ne pas perdre de temps par rapport à une concurrence qui est une concurrence internationale assez féroce. La souveraineté technologique en santé en France, vous y croyez, Antoine Tenière, pour conclure ? Alors j'y crois bien sûr et puis surtout on démontre qu'elle est essentielle dans un monde qui est en pleine mutation. Elle n'est pas uniquement française, elle est européenne. C'est vraiment cet échelon de réflexion, que ce soit sur le développement des algorithmes et des outils d'intelligence artificielle, que ce soit sur d'autres approches. On voit très bien aujourd'hui comment est-ce que à travers des évolutions géopolitiques, il peut y avoir des changements profonds de conception, de modèles économiques, de positionnement de différents pays. Je crois que là-dessus, la France et l'Europe, je le redis, ont à la fois des forces, une constance, une histoire et une vision qui resteront des éléments extrêmement forts et extrêmement structurants pour les chercheurs, les innovateurs qui veulent avancer dans une vision positive. Et les initiatives comme celle lancée récemment autour de Choose France for Science, par exemple, montrent à quel point, finalement, on peut aussi être attractif dans ces domaines-là, contrairement à ce que certains aimeraient penser. Voilà, donc on a à peu près tout pour faire bien et c'est ce que nous serons concentrés à faire, notamment avec la French Care et ses acteurs. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Emmanuel Bibaud et cofondateur de GED et Antoine Tenière de Paris Santé Campus et de la French Care. Merci. Merci. Merci.